Ordonnance que je vais vous détailler d'ici quelques minutes. Le Premier ministre prendra également la parole puisque nous avons fait un point suite aux 2 jours de consultation qui ont été menés par le Premier ministre, le haut-commissaire en charge des retraites et la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous avons eu un point durant ce Conseil des ministres et le Premier ministre aura d'ici quelques minutes l'occasion de s'exprimer. Je souhaitais vous informer dans ce compte-rendu du fait que le Président de la République avait ouvert le Conseil des ministres par un hommage aux 13 soldats décédés au Mali dans le cadre d'une mission qu'il a qualifiée à la fois de difficile et de primordiale dans la lutte contre le terrorisme. Il a eu à cœur de rappeler que leur action permettait non seulement de renforcer notre propre sécurité sur le sol national, mais également qu'elle avait vocation à accompagner, à apporter un appui important à des pays, à des États qui eux-mêmes ont fait appel à nous et qui aujourd'hui sont fragilisés. Vous le savez, un hommage aura lieu lundi aux Invalides et les services de l'Élysée vous en communiqueront prochainement le détail de l'organisation. Au cours de ce Conseil des ministres, je vous le disais, nous avons examiné 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorisant la ratification d'un accord cadre entre l'Union européenne d'une part et l'Australie d'autre part. Cet accord cadre permet de symboliser en quelque sorte la stratégie Indo-Pacifique que le président de la République a eu l'occasion de détailler lors de son déplacement en Australie il y a quelques mois et qu'il a réaffirmé lors de son passage à la Réunion. Cet accord cadre traduit à la fois la volonté de l'Union européenne de jouer un rôle plus affirmé dans les enjeux politiques et de sécurité en Asie et en Océanie, ainsi que d'approfondir la relation entre l'Union européenne, ses États membres et l'Australie sur un certain nombre de domaines qui représentent des intérêts communs pour l'Union européenne et l'Australie. Je pense en particulier aux enjeux environnementaux, aux enjeux de développement économique et bien entendu aux enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Cet accord cadre met également l'accent sur la menace de prolifération des armes de destruction massive et engage conjointement l'Union européenne et l'Australie à coopérer afin de lutter contre cette menace, ainsi que, je vous le disais, contre le terrorisme, y compris dans le cyberespace. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette ratification d'accord cadre. Le ministre de l'Économie et des Finances a pour sa part présenté une ordonnance relative à la rémunération des mandataires sociaux dans les sociétés cotées qui, pris sur le fondement de la loi Pacte, nous sommes toujours dans la prise des ordonnances après l'adoption de la loi Pacte il y a maintenant quelques mois. Et cette nouvelle ordonnance permet de créer un dispositif unifié et contraignant pour encadrer la rémunération des dirigeants de sociétés cotées. Elle permet en outre d'achever la transposition d'une directive européenne qui date de mai 2017 et qui introduit 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'existence d'un vote ex post et ex ante sur les rémunérations effectivement versées aux différents dirigeants. Cette ordonnance permet également un vote sur la rémunération globale des dirigeants et non pas dirigeant par dirigeant exclusivement comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et elle permet d'introduire un élément de transparence avec la création d'un ratio d'équité qui permet de regarder la rémunération des dirigeants d'un côté, mais également ce que sont la médiane et la moyenne des salaires dans une entreprise afin de mesurer et d'objectiver les écarts de rémunération qui existent au sein des entreprises. Voilà les 2 projets de loi que nous avons examinés. Je vais donc céder la parole au Premier ministre qui pourra ensuite répondre à vos questions sur le sujet des retraites. Puis je reprendrai la main pour les autres questions sur les autres sujets. Je vous remercie. Bonjour à tous. Lundi et mardi, j'ai tenu avec la ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi qu'avec le haut-commissaire, un cycle de rencontres avec les partenaires sociaux sur la mise en œuvre du système universel de retraite. Je souhaitais, alors que nous arrivons au terme de la consultation engagée par le haut-commissaire sur la définition du futur système universel de retraite, faire le point avec les organisations syndicales et patronales et leur permettre d'exprimer et d'entendre aussi les arguments que nous voulons échanger. Je voudrais dire que les échanges que nous avons eus avec les organisations syndicales et patronales, comme d'habitude, mais peut-être un peu plus encore que d'habitude, ont été très riches et d'une très grande qualité. Je voudrais les en remercier très sincèrement. Cette richesse
Ces échanges traduisent au fond un élément que nous devons conserver à l'esprit en matière de définition du futur système universel de retraite. Le dialogue social se poursuit, il avance à son rythme, contrairement à ce que disent parfois ceux qui préfèrent une logique de précipitation, voire une logique de confrontation. Il y a évidemment des points de divergence, mais il y en a aussi de convergence. Au fond, les discussions ont permis de confirmer que de nombreuses organisations syndicales et professionnelles soutiennent le principe d'un système universel de retraite. Pas toutes, bien entendu, mais un certain nombre d'entre elles qui partagent l'ambition du gouvernement. Ces échanges ont aussi permis d'identifier de manière très claire des propositions formulées par les organisations syndicales ou patronales dont je m'engage à tenir compte dans le projet du gouvernement. J'ai entendu, par exemple, l'importance pour la CFTC de définir de manière juste et pérenne les droits familiaux dans les modalités de calcul des retraites et nous nous y engageons. J'ai entendu les attentes très fortes de la CFDT sur la question de l'emploi des seniors. Nous devons évidemment y répondre. J'ai pris à cet égard bonne note de la volonté des représentants des employeurs, le MEDEF et la CPME ont été très explicites sur ce point, de trouver des solutions. Et j'attends beaucoup des conclusions du rapport que j'ai demandé à Madame Bellon sur ce sujet. J'entends également les attentes de la CFDT s'agissant de la pénibilité. Je ne crois pas que nous puissions à ce stade refondre complètement un système que nous venons de réformer, mais nous devons étendre dans ce qu'il est possible le système actuel de pénibilité à la fonction publique et sur certains sujets, je pense notamment au travail de nuit, nous pouvons évoluer. J'ai bien noté aussi la proposition qui vise à rendre possible, pour ceux qui le souhaitent, et uniquement pour ceux qui le souhaitent, la poursuite d'une activité après la liquidation de leur retraite, tout en continuant à acquérir des droits. Nous l'avons évoqué avec plusieurs organisations syndicales et patronales. Au fond, il s'agit de casser le caractère binaire qui existe aujourd'hui entre activité et retraite. Un jour, on travaille, le lendemain, on ne travaille plus. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'organisations syndicales et patronales, je l'ai dit, voudraient lisser le départ à la retraite, faire en sorte qu'il soit possible de continuer à travailler dans des conditions différentes, peut-être moins intensément, bien entendu, après avoir liquidé sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au fond, permettre des solutions plus intelligentes, plus souples entre l'activité et la retraite. J'ai parfaitement entendu les préoccupations de l'UNSA, notamment concernant certains secteurs de la fonction publique, et je me suis engagé à inscrire dans la loi les garanties que nous accorderons aux enseignants, par exemple. Je suis évidemment attentif aux inquiétudes formulées par l'UDP concernant les professions libérales. Des propositions sont sur la table, nous continuerons à y travailler. S'agissant de la gouvernance du futur système, les partenaires sociaux ont clairement exprimé leur souhait d'y prendre part. Et les questions restent ouvertes. Et j'ai indiqué aux partenaires sociaux que nous avions encore du temps pour en discuter. Le Parlement, et c'est bien légitime, en sera un acteur majeur de cette future gouvernance. Mais je souhaite que nous puissions nous appuyer sur les organisations syndicales et patronales pour construire le système futur de gouvernance et pour leur laisser une place déterminante afin que nos concitoyens soient rassurés sur la façon dont sont prises les décisions dans le système futur, associer le Parlement pour sa part, les organisations syndicales et patronales pour la leur, me semble de nature à apporter un élément de réassurance. Enfin, beaucoup d'organisations nous ont dit aussi leur opposition au projet de réforme et leur volonté de manifester cette opposition. Je ne suis, vous le savez, pas de ceux qui confondent les manifestants et les casseurs. Tous ceux qui voudront s'exprimer dans le calme et dans le respect de la loi auront évidemment le soutien de l'État, j'y reviendrai. En concertation avec les partenaires sociaux et dans un échange direct avec les Français, je veux évoquer les consultations citoyennes qui se tiennent depuis plus de 2 mois. Le gouvernement aura l'occasion de présenter rapidement un projet d'universalité, de responsabilité et d'équité. Au fond, ce sont les 3 éléments qui sont au cœur du projet de refondation que nous préparons.
Je voudrais dire que nous sommes, plus que jamais, si j'ose dire, déterminés à construire ce système universel de retraite. Parce que cette réforme est une réforme de justice sociale. Construire un système universel de retraite, ça n'est pas réformer notre système actuel, c'est le refonder pour qu'il soit plus juste et plus solide. Tout au long de ces discussions, nous avons rappelé le principe fondamental qui sous-tend ce projet de société, remplacer les 42 régimes existants par un système unique et universel, commun à tous les Français et dont les règles seront les mêmes pour tous. La conséquence en sera la fin logique de l'esprit dans lequel avait été construit le système actuel, c'est-à-dire un système fondé au fond sur des solidarités corporatistes pour passer à un système de solidarité universelle entre tous les Français, entre toutes les générations. Il nous apparaît que le système qui a prévalu jusqu'à présent et qui a fait ses preuves avait également contribué à la création d'injustices, de complexité, de défiance, et que, surtout, la logique qui le sous-tendait n'était plus adaptée à notre époque ou à celle qui s'annonce compte tenu des transformations du monde du travail, des révolutions technologiques qui arrivent et de la nécessité d'avoir une protection de tous par tous. Avec ce système universel que nous voulons créer, nous voulons mieux prendre en compte la réalité d'un très grand nombre de Français qui ne poursuivent plus comme autrefois des carrières linéaires. Au fond, nous le savons bien, le système actuel, il a été fait sur l'idée qui avait du sens en 1945, qui en a eu pendant longtemps, qu'on choisissait un métier, voire une entreprise, et qu'on y restait tout au long de sa vie. Ça n'est plus vrai. Les Français changent de métier, changent d'entreprise, changent de statut, changent de régime, et à chaque fois qu'ils changent de régime, ils sont conduits à perdre un certain nombre d'éléments de solidarité, perdre un certain nombre de droits dans ces changements incessants de régime, à perdre aussi une visibilité et une compréhension sur ce que sera leur future retraite. Le système universel de retraite, il doit nous permettre de mieux protéger les femmes, dont les pensions sont aujourd'hui, en moyenne, inférieures de 40% à celles des hommes. Et je connais les arguments de ceux qui disent « il faut réparer pendant la vie professionnelle cette injustice ». C'est vrai, et nous le faisons d'ailleurs, en nous engageant avec les organisations syndicales et professionnelles, beaucoup plus que tout ce qui a été fait sur cette égalité salariale, sur cette égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Mais les différences, elles existent. Et nous devons regarder le monde tel qu'il est, pas une fois qu'il serait corrigé de tous les problèmes que nous avons à régler. C'est la raison pour laquelle nous considérons que ce système universel protégera, et c'est un fait, beaucoup mieux les femmes qu'aujourd'hui. Nous voulons mieux protéger les travailleurs modestes, qui partent avec de très faibles pensions malgré toute une vie de travail. Nous voulons mieux protéger les Français qui alternent des périodes de chômage et d'activité et qui font face à des accidents ou à des maladies. Et là encore, nous pouvons faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Nous voulons mieux prendre en compte la réalité du travail, les métiers pénibles qui usent, l'invalidité qui résulte de conditions de travail difficiles ou encore les carrières de ceux qui commencent à travailler très jeunes et qui, de ce fait, doivent avoir le droit de partir plus tôt. Nous continuerons évidemment à prendre en compte ces impératifs. À ceux qui nous disent qu'ils n'en savent pas assez sur notre projet, je réponds d'abord que nous avons pris le temps de consulter. Et à la vérité, on nous a suffisamment reproché la verticalité pour que nous assumions, s'agissant de ce projet, de prendre le temps de discuter, de consulter, d'écouter avant de décider. Nous disons ensuite que ce projet va introduire de nouveaux droits. Le droit à bénéficier d'une pension majorée dès le premier enfant. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ce droit sera garanti dans le système futur. Le droit de bénéficier de pensions de réversion plus protectrices et plus justes pour le conjoint survivant. Il y a une grande diversité de régimes qui s'appliquent en matière de pension de réversion aujourd'hui. Nous voulons faire en sorte que le système futur soit juste et soit généreux pour le conjoint survivant. Le droit de bénéficier d'un niveau minimum de pension garantie égal à 1 000 € pour une carrière complète. Nous avons tous en tête des exemples d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs qui ont travaillé dur et qui n'ont pas une retraite décente. C'est une injustice que nous connaissons et que le système futur permettra de corriger. C'est aussi à cela
que sert un système universel. Pour la fonction publique, le calcul des cotisations sur l'ensemble des rémunérations, y compris les primes, et l'ouverture du principe de pénibilité. L'indexation des points de retraite sur le niveau des salaires, c'est technique, je le sais, mais c'est ce qui permet d'éviter tout risque de décrochage. Or, nous le savons, nos concitoyens veulent être rassurés au sujet de la valeur du point. Ils auront cette garantie. Parce que nous sommes convaincus que le système que nous définissons est meilleur que le système d'aujourd'hui, parce que nous sommes convaincus que les Français, dans leur grande majorité, veulent un système simple, juste, qui mettra un terme à des régimes qui ne correspondent plus à une logique qui serait acceptée par nos compatriotes, nous ne transigerons pas sur l'objectif. Nous ne transigerons pas sur l'objectif, mais nous prendrons le temps qu'il faut pour y arriver. Les réunions bilatérales que je viens de conduire montrent cette demande de la part des organisations syndicales. Les uns et les autres convergent sur le principe d'une transition qui ne brusque pas les choses. Parce qu'au fond, on ne change pas un contrat social brutalement. Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux. C'est la conséquence mécanique de l'instauration d'un régime universel de retraite. Mais nous ne voulons pas stigmatiser ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. Autrement dit, l'universalité, oui, la brutalité, non. Chacun doit être respecté. Et j'ai demandé aux dirigeants des grandes entreprises publiques, qui sont ceux qui emploient ceux qui sont affiliés à ces régimes spéciaux, de poursuivre le dialogue dans leurs instances. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que je suis persuadé qu'on peut faire de grandes transformations en apaisant les Français à condition de se donner le temps. Nous devons donc trouver le bon rythme, la bonne transition. Nous avons d'ores et déjà posé un certain nombre de principes. D'abord, les retraités actuels ne seront évidemment pas concernés par la réforme. Nous l'avons dit, je le redis, nous le redirons, il n'en est aucunement question. Deuxième principe que nous avons pris, c'est celui d'affirmer et de mettre en œuvre un principe clair, les droits acquis seront conservés à 100%. Je veux le redire clairement, les droits acquis seront conservés à 100%. Le rapport du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, proposait d'exclure du système universel ceux qui seront à moins de 5 ans de la retraite en 2020 lors du vote de la loi. S'il faut que la réforme s'applique à des personnes un peu plus éloignées de la retraite que ce qui était envisagé jusqu'ici, afin de prendre en compte les choix individuels faits par nos concitoyens, je suis prêt à en discuter avec les organisations syndicales, et je sais, pour les avoir entendues, qu'un certain nombre l'ont demandé. D'un côté, j'entends ceux qui estiment qu'à 5 ans de la retraite, on se projette déjà dans sa retraite. On en connaît le mode de calcul, on en connaît le montant approximatif, et que le changement de système pourrait être déstabilisant. Et ils ont raison. De l'autre, j'entends ceux qui disent que la fameuse clause dite du grand-père, qui n'appliquerait la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ne serait pas assez ambitieuse et qu'elle étalerait la mise en œuvre de la réforme sur une période trop longue. Et ils n'ont pas tort. Entre ces deux extrêmes, on doit pouvoir trouver le bon curseur. Est-ce que ce sont les personnes qui ont déjà une bonne partie de leur vie professionnelle derrière eux, qui sont à 10 ans ou à 15 ans de leur âge de départ à la retraite? Ça n'est pas encore décidé, mais j'ai la conviction que nous pouvons trouver la bonne solution ensemble. Et pour le dire autrement, pour ma part, du moment qu'on construit un système universel, en lieu et place des 42 régimes existants, y compris les régimes spéciaux, je suis ouvert à la discussion. Mais ce que je peux d'ores et déjà affirmer aujourd'hui, c'est que ces mécanismes de transition doivent être eux aussi équitables entre les régimes. On ne peut pas répondre à des demandes catégorielles en pénalisant les autres. Et j'en suis convaincu, on peut, dans ce cadre qui respecte l'équité entre tous les régimes, prendre également en compte l'histoire des entreprises publiques et de leur système de retraite. Un dernier mot enfin sur la responsabilité.
Nous voulons construire un système solide dans lequel les jeunes générations, nos enfants, auront confiance. Ce n'est pas en fondant un système universel sur du déficit que nous créerons cette confiance. Ce qui se produirait si nous ne faisions rien, nous le savons tous. Soit nous laisserions filer les déficits et nous demanderions à nos enfants de payer plus tard pour nos dépenses actuelles, ce qui serait totalement injuste, et je m'y refuse. Soit nous augmenterions nos cotisations, et nous le savons, notre compétitivité et le pouvoir d'achat baisseraient, le chômage repartirait à la hausse, alors que nous sommes en train, au contraire, de faire en sorte que ce mouvement continu de baisse du chômage puisse se poursuivre. Soit ce seraient les pensions qui devraient baisser, et c'est le pouvoir d'achat des retraités qui en souffrirait, et je l'exclus évidemment aussi. Le président de la République l'a indiqué, nous voulons préserver le pouvoir d'achat des Français, celui des travailleurs comme celui des retraités. Par conséquent, nous excluons de baisser les pensions ou d'augmenter fortement les cotisations de ceux qui travaillent. C'est cela, je le disais, un projet de justice sociale. Comme nous l'avons affirmé, comme nous l'avons toujours affirmé, nous savons que nous devrons progressivement travailler plus longtemps afin d'équilibrer le système de retraite futur et de remettre à l'équilibre le système actuel. Et là aussi, je voudrais convaincre que nous pouvons le faire de manière apaisée, sans brutalité, de façon progressive, en laissant au maximum la possibilité à ceux qui sont concernés le choix de le faire en fonction de leur parcours de vie. Je crois que nos compatriotes savent, au fond d'eux-mêmes, que ce qui est vrai dans tous les autres pays comparables à la France, tous, c'est-à-dire un allongement progressif, certainement pas brutal, mais progressif, de la durée du travail tout au long de la vie, que cet allongement est aussi un des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer et travailler. Alors les concertations vont encore se poursuivre un peu sous le pilotage du haut-commissaire. Elles devraient s'achever aux alentours des 9 ou 10 décembre. Jean-Paul Delevoye présentera les conclusions qu'il formulera au terme de cette consultation et j'aurai l'occasion, dans les jours qui suivront, de présenter dans sa globalité et très précisément le projet que le gouvernement présentera au Parlement au début de l'année 2020. D'ici cette date, certains exprimeront leur opposition dans la rue le 5 décembre. C'est leur droit le plus légitime. J'ai le plus grand respect pour le droit de grève, le plus grand respect pour le droit de manifester. En revanche, j'appelle évidemment chacun au calme et au respect de la loi, de la propriété, bref, de tout ce qui fait la vie en commun, de l'ordre public, des biens publics et bien sûr au respect des forces de l'ordre. De son côté, le gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner au mieux les Français qui veulent et qui doivent travailler. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à quelques questions que vous vous poseriez sur ce sujet des retraites. Catherine Demanja, France Télévisions. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous préciser à quel niveau vont s'opérer les concertations pour les périodes de transition? Est-ce que ce sera au niveau de chaque entreprise? Est-ce que ce sera au niveau des branches? Est-ce que ce sera au niveau de chaque profession ou des régimes, chaque régime? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ces négociations pour la période de transition? Merci. Alors, je vous en prie. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le projet de loi qui sera présenté par le gouvernement et soumis au Parlement au début de l'année 2020 contienne les éléments de description du futur système, ce que sera le futur système, et les garanties que nous devrons appliquer dans la transition entre les systèmes, les 42 systèmes actuels, et le système futur. Les transitions, elles seront discutées à la fois au sein de chacun des régimes et avec le gouvernement pour faire en sorte qu'elles puissent s'effectuer dans de bonnes conditions. Mais il y aura des éléments sur les transitions, je l'ai indiqué, d'ores et déjà dans le projet de loi. Nous devrons cadrer ces éléments pour donner les garanties et pour que ensuite la discussion dans chacun des régimes puisse s'effectuer dans de bonnes conditions.
Monsieur le Premier ministre, Loïc Signor pour CNews. Vous avez parlé du 5 décembre. Certains, y compris dans la majorité, vous décrivent comme tétanisés par ces grèves avec des scarifications, référence à 1995. Est-ce que ces grèves, est-ce que ces manifestations sont de nature à changer votre objectif, à changer votre cap? Et comment est-ce que vous appréhendez cette date fatidique du 5 décembre? Écoutez, je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de tétanisé. En général, on dit que je suis déterminé. Parfois, on dit que je suis calme. Je me reconnais assez bien dans ces deux qualificatifs. Je suis déterminé, je suis calme, je suis concentré. Je pense que ce que nous faisons, la refondation du système universel de retraite, est très important pour le pays. Très important. Je crois très profondément à l'intérêt de cette réforme. Je sais qu'elle suscite des questionnements. Ils sont légitimes. Quand on fait évoluer le contrat social, parce que le système de retraite, c'est souvent la meilleure incarnation qu'on peut trouver du contrat social, il est bien naturel que des questions se posent, que des oppositions soient formulées. Je les écoute. Parfois, je les comprends aussi, souvent. Mais ça ne m'empêche pas une seconde d'être déterminé à faire aboutir cette réforme. Voilà, je ne suis pas scarifié, je ne suis pas tétanisé, je ne crois pas. Pour Europe 1, vous parliez d'une période de transition qui pourrait aller peut-être jusqu'à 10 à 15 ans. Est-ce que dans vos discussions, vous avez trouvé des partenaires sociaux qui étaient prêts à vous suivre sur une fourchette de 10 à 15 ans? Mais comme je l'ai dit, la question de savoir les premières générations concernées, au fond, par la réforme, est une question que nous avons abordée avec beaucoup d'organisations syndicales et patronales. Et un certain nombre d'entre elles, vous comprendrez bien que je ne vais pas dire dans le détail ce sur quoi nous avons échangé, parce qu'une négociation, ça se passe comme ça. Mais un certain nombre d'entre elles nous ont dit que oui, la prise en compte, une meilleure prise en compte dans le projet des choix individuels faits par nos concitoyens en fonction de leur système de retraite était nécessaire. Et je peux parfaitement comprendre cette demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser du temps à ceux qui vont prendre leur retraite pour ne pas voir leur situation transformée. Voilà. Et donc, si ça veut dire décaler, en effet, l'âge, ou la génération, plus exactement, la première génération concernée, c'est quelque chose que nous pouvons étudier, sur lequel moi je suis assez ouvert, je l'ai dit. De combien? C'est le fruit d'une négociation, c'est le fruit d'une discussion. Et donc nous allons commencer, vous vous doutez bien que nous avons commencé, nous allons continuer à avoir cette discussion. Dernière question, si vous voulez bien. Ah ben voilà, c'est vous, monsieur. Longa du Monde. À bien vous écouter, vous donnez le sentiment d'abandonner la clause du grand-père, mais pas totalement, d'abandonner la mesure paramétrique, mais pas totalement. Est-ce que, à vouloir tenir tous les bouts de l'omelette, vous risquez pas, en fait, de mécontenter tout le monde? Mais je sais que nous vivons dans un monde où parfois on aimerait, ou parfois, mais je ne dis pas que c'est votre cas, on préfère la caricature, parfois, ou l'extrême brutalité au sens du compromis, de la nuance. Moi, je vous ai répondu s'agissant des périodes de transition. Je ne crois pas qu'une transition immédiate et brutale soit acceptable et légitime. Et je ne crois pas qu'une transition lente au point de renvoyer à des dizaines d'années l'effet de la réforme soit opportune. Et donc, il faut trouver quelque chose qui permet de mettre en œuvre la réforme, mais de garantir un certain nombre de droits individuels. Et c'est parfaitement légitime. Et ça n'est pas de l'eau tiède, c'est une discussion, une négociation et un compromis. Et il en est pour ce sujet, comme pour beaucoup d'autres. Là où je suis non susceptible d'être ouvert au compromis, c'est sur la question du régime universel, du régime par répartition, du régime par points et de l'équilibre du futur système. Voilà, je vous remercie. Quelque chose me dit que nous allons continuer à discuter de ce sujet et que nous aurons l'occasion à la fois de donner d'autres informations et de répondre à d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je suis donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous poseriez sur d'autres sujets
que les retraites, le Premier ministre ayant amplement répondu sur la question. Oui. Bonjour, Jérôme Rivet de l'AFP. Aujourd'hui, les agriculteurs manifestent un peu partout en France. Ce matin, le ministre de l'Agriculture a dit qu'il soutenait leur colère et ce mouvement. Alors, est-ce que c'est la position du gouvernement dans son ensemble? Et quel message vous pouvez donner aux agriculteurs aujourd'hui? Nous comprenons, et nous avons déjà eu l'occasion de le dire, ce que sont aujourd'hui les difficultés des agriculteurs. Des difficultés qui sont au fond de deux ordres. D'abord, des difficultés qui sont liées à leur rémunération, et nous ouvrons actuellement la période de négociation commerciale entre, d'un côté, les producteurs et de l'autre côté, la grande distribution. Le gouvernement est évidemment extrêmement attentif à cette période délicate qui permet au fond la fixation des prix pour l'année à venir. Nous mènerons et nous multiplierons les contrôles pour nous assurer que ces négociations se font dans des règles d'équité vis-à-vis des producteurs. Nous sommes également très attentifs à ce que l'ensemble des textes d'application de la loi Egalim que nous avons voté il y a maintenant plus d'un an soit bien appliqués, et c'est notamment l'objet de ces contrôles. Je vous le disais, il y a deux dimensions dans la difficulté auxquelles aujourd'hui chaque agriculteur est confronté, à la fois une difficulté de rémunération, et la loi Egalim doit porter ses fruits parce que nous ne sommes pas aujourd'hui satisfaits de la manière dont les négociations sur les prix ont été menées, en particulier l'année dernière. Mais il y a également, j'allais dire, une dimension sociologique qui explique le malaise aujourd'hui des agriculteurs, parce que nous sommes au fond dans un monde où les agriculteurs sont accusés de tous les maux. Ils sont ceux qui polluent, ils sont ceux qui mettent une nourriture qui n'est ni saine ni durable dans nos assiettes. Et je crois que ces accusations pèsent très lourdement sur des générations d'agriculteurs qui ont eu comme formation, ambition, volonté de nourrir le monde. Et aujourd'hui, les transformations qui sont à l'œuvre, qui sont des transformations importantes, brutales, sont des transformations qui inquiètent. L'objectif de ce gouvernement est de faire en sorte qu'elles puissent être accompagnées, que chacun de nos agriculteurs qui est engagé sur le chemin de ces transitions-là puisse trouver en l'État et dans le gouvernement un appui au quotidien et dans le long terme. Bonjour Madame Ndiaye, Sophie Dupont pour Quotidien. Les médecins, les infirmiers, les étudiants, la Poste, EDF, la RATP, Air France, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les taxis, les déménageurs, les cheminots, les avocats, la SNCF et les Gilets jaunes, tout cela seront dans la rue la semaine prochaine, le 5 décembre. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part du gouvernement et de la majorité de décrédibiliser ce mouvement en parlant de grève des privilégiés, alors que vous voyez bien avec la liste que je viens de faire, ce n'est pas le cas? Alors, je crains que vous n'ayez mal entendu ce que vient de dire le Premier ministre, qui a eu l'occasion à la fois de dire dans un premier temps qu'il était légitime que des inquiétudes s'expriment, se manifestent, et que nous respections parfaitement le fait que tout un tas de catégories professionnelles puissent exprimer au cours du 5 décembre leurs inquiétudes. Pourquoi est-ce que ces inquiétudes sont légitimes? Tout simplement parce que nous nous apprêtons à refonder, en quelque sorte, le pacte social de notre pays à travers cette refondation du régime des retraites. Et donc, dans le moment où nous sommes encore en discussion avec les organisations syndicales, où beaucoup de choses sont encore à négocier, il est normal que ces inquiétudes s'expriment. Mais écoutez, je crois que vous n'écoutez pas suffisamment les nombreuses matinales que j'ai l'occasion de faire et les interventions qu'au nom du gouvernement je mène, car nous avons toujours reconnu qu'il y avait des catégories socio-professionnelles dans notre pays qui éprouvaient de nombreuses difficultés. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement et le président de la République ont eu l'occasion de faire de nombreuses annonces qui, je crois, aujourd'hui sont perceptibles dans le quotidien de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat. Nous avons augmenté la prime d'activité qui permet de mieux rémunérer le travail. Nous avons retiré les impôts et les charges sur les heures supplémentaires. Nous avons permis le paiement d'une prime exceptionnelle qui a bénéficié à plusieurs millions de Français. De manière encore récente, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a eu l'occasion de présenter un plan exceptionnel pour l'hôpital pour lui permettre de surmonter ces difficultés. Je crois, à travers ces quelques exemples, qu'il est clair que le gouvernement, évidemment, entend les difficultés qui sont celles de nos concitoyens et y répond avec calme,
et avec sérénité. Eh bien, je crois que vos questions sont épuisées. Je vous propose d'aller manger. Au revoir.